Voilà, donc c'est une session qui est enregistrée et du coup, comme je le disais, tout reste bien confidentiel vu qu'il n'y a que vos prénoms et pas votre caméra qui s'affiche. Vous recevrez également le replay et le PowerPoint au plus tard dans les 15 jours, mais on essaiera que ce soit évidemment le plus rapidement possible. Aujourd'hui, de quoi on va parler? D'abord, on va vous dire pourquoi on a mis comme webinaire cette thématique précise. Que faire pour vivre plus sereinement cet équilibre? On fera un tour d'horizon des congés familiaux. On vous donnera aussi toute une série d'informations et d'outils. Et puis, le moment de questions-réponses, comme on vous l'a dit. Lola, je te laisse la parole pour présenter qui est la Ligue des familles. La Ligue des familles, donc c'est une association belge de soutien à la parentalité. Il y a plusieurs volets dans notre association, donc on vous informe notamment via le Ligueur, qui est le magazine des parents dont les membres reçoivent le journal toutes les 2 semaines. On porte aussi des combats politiques de soutien à la parentalité et pour que les politiques soient vraiment au plus proche des réalités des familles. On vous offre une panoplie de services et d'avantages pour faciliter votre quotidien, comme les ateliers qu'on fait aujourd'hui, mais il y a aussi le service babysitting. On cherche vraiment à aider les parents au quotidien et dans tous les aspects de leur vie. Et on construit aussi des projets citoyens pour pouvoir débattre et participer à une société meilleure. Voilà. Alors, qui sommes-nous, Lola? Tu peux te présenter? Donc, je m'appelle Lola, je suis diplômée en droit, je suis une ancienne avocate. J'ai rejoint la Ligue des familles il y a à peu près 4 ans. Et moi, je travaille au service études et actions politiques, donc qui est dans toute la construction du plaidoyer. Donc, je suis maman de 2 enfants qui j'espère, dorment à côté et qui ne nous dérangeront pas. D'accord. Ok, et donc moi, je suis Nathalie Velu. De formation, je suis psychologue et coach spécialisée dans tout ce qui est burn-out du parent, donc que ce soit le burn-out de son rôle de parent, hein, qui s'appelle le burn-out parental, ou le burn-out professionnel du parent. Je suis aussi chargée des ateliers des parents à la Ligue des familles, aussi de faire des accompagnements individuels. Et alors, ce qui fait que c'est une thématique ce soir qui m'intéresse beaucoup et sur laquelle j'aime beaucoup partager, c'est parce que j'ai aussi un passé de responsable RH dans une ASBL de plusieurs années. Et donc, c'est aussi avec cette casquette-là que j'aime bien amener certaines informations sur cette thématique. Et je suis aussi maman de 2 enfants, mais je suis à la Ligue des familles, donc chez moi, ils ne dérangent donc pas. Mais croisons les doigts. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait envie de vous parler de ce sujet ce soir? Justement, en fait, pour vous expliquer que la majorité des parents ont des difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle. Donc, on fait un baromètre tous les 2 ans et l'année passée, donc il y a 70% des parents qui nous ont dit que travailler tout en ayant des enfants, c'était difficile. Ce chiffre, il monte à 81% chez les parents de jeunes enfants. C'est donc énorme. Et donc, on essaye voilà, de vous dire qu'en fait, c'est normal d'éprouver ces difficultés parce qu'on est dans une société qui nous demande de travailler comme si on n'avait pas d'enfants et de s'occuper de nos enfants comme si on ne travaillait pas. Donc, c'est une équation totalement impossible. Et donc, voilà, tout d'abord, on voulait normaliser les difficultés. On voulait aussi vous expliquer justement les combats sur lesquels on travaille pour essayer d'améliorer cette conciliation. Et notamment, ça passe par vous informer de tout ce ce que vous avez droit en tant que parent comme congé et aussi plutôt du côté de Nathalie, vous expliquer en fait en attendant que tout change, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment dans notre quotidien. C'est une problématique qui est d'autant plus importante qu'avec le vieillissement de la population, en tant que parent, non seulement on doit s'occuper de nos enfants, mais on doit s'occuper de nos parents aussi. Donc, c'est vraiment un enjeu fondamental qui touche tout le monde. Si vous voulez aller voir l'ensemble de nos combats, on produit des analyses et des études. Et donc, je vous ai mis le lien ici que vous pouvez aller consulter. Donc, comme Lola l'a dit, à la Ligue des familles, on est convaincu que tout d'abord, par rapport à cette thématique, c'est la société qui doit changer et qui doit s'adapter pour être plus en adéquation aux besoins et aux attentes des parents. Mais en attendant,
transformer la société, ça met un certain temps. Et donc, là, maintenant, on est dans cet équilibre. Et donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle, pour déjà alléger un peu mon quotidien et vivre plus sereinement? Alors, tout d'abord, il va être intéressant de se poser la question, mais au fond, qu'est-ce qui est à ma portée? Lorsque je vais vivre une difficulté, comme par exemple le fait de manquer de temps pour pouvoir tout gérer sur tous les plans, en fait, il va être intéressant d'aller creuser les aspects que je ne peux pas changer. Donc, comme par exemple le fait que sur une journée, il y a 24 heures et qu'il y a 7 jours sur une semaine, c'est quelque chose sur lequel on peut littéralement avoir aucune prise, aucune influence. Et puis, distinguer aussi ce que je peux impacter de façon indirecte et partielle. Donc, c'est là où je vais pouvoir influencer, par exemple, en faisant plus participer un enfant dans les tâches, par exemple, ou en ayant une conversation avec son compagnon ou sa compagne pour répartir différemment les tâches au sein du couple et au sein de l'équipe coparentale. Donc ça va être des exemples d'actions qu'on va pouvoir faire et qui ont cette influence indirecte et partielle. Mais dans ce cercle-là, je vais aussi mettre des actions comme on va faire, comme Lola va faire par exemple à l'aide des familles, qui va être essayer de transformer des lois. Je pense par exemple à allonger le congé de paternité, la durée du congé de paternité. C'est quelque chose sur lequel on peut aussi avoir une sorte d'impact indirect et partiel en essayant de faire du lobby au niveau politique et au niveau des personnes qui s'occupent des lois de notre pays. Forcément, c'est plus de temps, plus d'énergie, plus de personnes nécessaires que quand on essaye d'impacter une autre personne. Et puis, il y a le troisième cercle qui va représenter ce que je peux changer, ce qui va être vraiment entièrement sous mon contrôle. Et là, je pense par exemple, quand je pense à la notion de manque de temps, ça va être notamment le fait de améliorer sa délégation, sa capacité à déléguer à d'autres personnes. Je pense notamment au fait que il n'est pas toujours simple de pouvoir, de pouvoir faire appel à l'aide. Moi, je remarque assez fort ça dans le public de parents que je rencontre. J'ai envie de leur dire, mais demandez de l'aide. Il y a tellement de possibilités d'aide qui existent et même parfois gratuites, mais le pas à faire pour faire appel à cette aide n'est pas toujours si facile. Et donc, c'est toutes ces petites choses qu'on peut aller travailler qui sont sous son propre contrôle à soi. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que une attitude qui va vraiment venir en soutien, qu'on va travailler vraiment à un niveau individuel, ça va être de passer d'un type de pensée du style « si seulement j'avais plus de temps, si seulement ma direction était différente, si seulement mon fils n'était jamais malade, par exemple, ou vraiment je ne vois aucune issue », à un type de pensée ou d'action qui vont être de mettre en premier son énergie sur ce que je peux changer, donc ce qui est sous mon contrôle. Et ça va être des types de pensées comme qu'est-ce qui peut être changé, quelle nouvelle habileté je vais pouvoir développer et comment je pourrais faire autrement. Donc vous voyez, ça va être vraiment de réduire cette zone rose ou rouge un maximum pour qu'elle se réduise à son plus petit élément et augmenter toute cette zone où on a l'impression de pouvoir reprendre un certain contrôle sur la situation, reprendre en main la situation pour contrer ce sentiment d'impuissance, gagner en sérénité et gagner en équilibre. Alors, nous reviendrons aussi sur des exemples un peu plus précis dans la deuxième partie de cette session. Et alors, je mettais donc mettre son énergie sur ce que je peux changer, mais ça va être aussi avoir la force d'accepter ce qu'il ne peut être changé. Donc, ça va être ces deux actions qui vont être vraiment utiles. Une part, ce que je peux changer, et puis ce qui vraiment ne peut pas être changé, comme par exemple, on n'a que 24 heures sur une journée, c'est frustrant, parce que vu tout ce qu'on aimerait faire parfois, ou tout ce qu'on doit faire, on aimerait qu'il y ait plus, eh bien non, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, et donc il est possible de travailler l'acceptation active sur la difficulté qu'on va ressentir sur ce qui n'est pas changeable. Alors, plusieurs chercheurs ont étudié que pour garder une certaine balance et une certaine sérénité, on va essayer de
faire un équilibre entre toutes ces choses qui vont me ressourcer dans mon quotidien, que ce soit dans ma vie privée ou dans mon travail, et tout ce qui va me coûter. Ils ont également vu qu'il y a 4 grands types de facteurs qui vont rentrer, dans cette balance, et donc je pense notamment au premier facteur qui va être tous ces facteurs qui, vont se retrouver dans la vie privée. Il y a par exemple, l'harmonie familiale. Eh bien, si, à l'heure actuelle, on a une famille où la communication est fluide, où les relations avec son enfant sont pas trop compliquées, eh bien, on va se retrouver plutôt avec une ressource, les petits personnages que vous voyez là, qui va être plutôt à gauche de cette balance et donc du côté vert des ressources, que si, par exemple, on a peut-être des ados à la maison ou, un enfant qui est en plein terrible tout et qu'on est en pleine, confrontation avec, cette difficulté de relation et de ce test permanent qui est fait par les enfants, eh bien, peut-être que ça va être un moment où on va basculer un peu plus vers le rouge. Donc, il y a notamment, comme je vous disais, dans les facteurs de vie privée, tout ce qui se passe au niveau de la vie, familiale. Il y a aussi les relations qu'on a de façon générale avec notre entourage, que ce soit notre famille élargie, mais aussi nos amis. Ce sont toutes des choses qui vont, être là présentes dans notre charge mentale et dans notre, potentielle ressource ou coût. Je pense aussi, vous voyez les 2 petites mains en forme de cœur qui se tiennent la main, ça représente à quel point l'équipe coparentale, donc à quel point on va avoir du soutien mutuel au niveau du couple, à quel point on va avoir une répartition des tâches au sein de l'équipe coparentale qui va être ressentie comme juste, par les 2 parties. Le petit cœur avec, les petits traits, ça va être, comment on est au niveau de notre santé, quel est le soin qui est fait au niveau de notre sommeil, au niveau de notre nutrition, pour l'instant. Et puis le vélo, il représente tout ce qui est hobby, sport, et cetera. Alors, vous l'aurez bien compris et vous le vivez peut-être, de votre côté, que quand on est parent, eh bien, c'est pas aussi évident que ça de mettre tout ça dans le verre. Je pense notamment, au temps qu'on a, pour faire du sport, par exemple, ou, par rapport au sommeil, le fait, de vouloir, augmenter son sommeil. Quand on a des enfants en bas âge qui nous réveillent la nuit, qui sont malades et qui avec les nuits hachées, ou par exemple le fait d'avoir eu cette première journée, cette deuxième journée, cette troisième journée en une seule journée, on n'a pas forcément toujours envie d'aller se coucher tôt et donc on peut ressentir cette fatigue. Voilà, donc ça, c'est un exemple, les premiers facteurs qui sont les facteurs de vie privée. On a un autre facteur qui va être le facteur professionnel. Là-dedans, il va y avoir quoi? Il va y avoir, par exemple, ses conditions de travail, la flexibilité qui est donnée par l'employeur. Ça va être les relations avec sa hiérarchie, le sens qu'il y a dans son travail. Parfois, quand on est dans certaines périodes de vie privée, on peut avoir le sens au niveau de son travail qui va être bousculé. Quand on vient d'avoir des enfants, par exemple, ou comme tu disais, Lola, quand on est plutôt en fin de carrière, qu'on a des parents qui sont vieillissants et que tout d'un coup, on devient grand-parent peut-être, eh bien, pareil, le sens qu'on va y mettre dans son travail va peut-être aussi être un peu titillé ou nous bousculer un peu. Et puis, on a tout ce qui est au milieu, et tout ce qui est au milieu, ça va être des facteurs que je vais appeler transversaux de la vie privée et de la vie professionnelle. Je pense à qui on est comme personne, notre personnalité, mais aussi nos compétences de régulation émotionnelle, nos compétences organisationnelles, nos capacités aussi à, à oui, d'organisation au sein de la maison, de rangement, etc. Il y a aussi à quel point on va être perfectionniste ou pas. Donc, tous ces facteurs que je vous dis ici, c'est vraiment la majorité des facteurs que ces chercheurs ont perçus qui peut aller faire chavirer cette balance pour aller vers du déséquilibre. Et puis ensuite, il y a tous les facteurs sociodémographiques et des situations, des facteurs situationnels, comme par exemple un événement de vie qui a lieu à un moment précis. Je pense par exemple à la période de Covid qu'on a traversée pendant ces dernières années, ou si par exemple on a un enfant porteur de handicap, eh bien ce sont ces facteurs situationnels qu'on va retrouver là. Je vais vous donner un exemple. Donc l'exemple de Marie. Marie,
Eh bien, elle est actuellement, enfin, elle était il y a un certain temps dans un déséquilibre et c'était surtout sur quelques facteurs que ça allait se jouer. Si vous voyez tout en haut, d'abord, c'est une maman de 3 enfants qui a un bas revenu et qui vit dans un petit appart sans terrasse et sans jardin. C'est plutôt dans le rouge parce que bien, ces différents aspects vont faire que c'est plutôt contraignant que quelqu'un qui vit dans une très grande maison, un jardin et qui va vivre avec un seul enfant et énormément de moyens. D'autre part, elle a un enfant à besoins spécifiques, une charge de travail qui est très élevée pour l'instant et trop de stress et une difficulté de gérer ce stress. Mais heureusement, elle a quand même des très bonnes relations au sein de sa famille pour l'instant. Elle est à 15 minutes à pied de l'école de ses enfants et de son travail et elle est plutôt bien organisée. Elle a vraiment des bonnes compétences là-dedans. Mais on voit que c'est pas suffisant. On voit que le déséquilibre est là et que oui, voilà, que son déséquilibre est là. À quoi ça va servir cette balance et en quoi elle va être utile pour une personne comme Marie? Eh bien, en travaillant sur cette balance, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que pas par pas, parce qu'il est impossible de travailler tout à la fois, on va travailler plusieurs choses. Première chose, Marie, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, elle a travaillé son acceptation active d'avoir un enfant avec des besoins spécifiques et que, eh bien, c'est pas facile à vivre, mais c'est comme ça. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas changer et donc aller à l'encontre de ça, ça va juste créer de la souffrance supplémentaire pour tout le monde. Et donc, en travaillant sur cette acceptation que, voilà, il y a cette particularité de cet enfant, eh bien, ça permet de réduire les tensions que cette particularité vont engendrer. Elle a travaillé également le dialogue ouvert avec son employeur, communiqué notamment ses besoins et mis en place la délégation, ce qui fait que ce facteur de stress, ce coût, s'est réduit en poids. Elle a travaillé aussi sur son stress et ça, c'est pour la partie droite du tableau et pour de la balance. Et du côté gauche, au niveau des ressources, eh bien, elle a fait 2 grandes actions, mais qui ont aussi eu beaucoup d'impact. Premièrement, elle a diminué le nombre d'activités extrascolaires par enfant parce que chaque enfant avait chacun 2 à 3 activités extrascolaires, ce qui était devenu complètement ingérable et elle est passée à une activité extrascolaire maximum. Et d'autre part, elle a exprimé ses besoins à son partenaire, ce qui fait qu'il y a un meilleur soutien et une meilleure répartition au sein du couple. Et comme ça, vous voyez que la balance, elle a pu être rétablie. À quoi cette balance est aussi très, très utile? Ça va être que ça va nous permettre d'anticiper les périodes les plus stressantes. Alors, je pense par exemple, quand j'utilise cette balance avec les parents en atelier ou en individuel, très souvent, on va me citer, eh bien, le premier jour de crèche, par exemple, quand un enfant, c'est la première fois qu'il va à la crèche. C'est un gros coup, c'est quelque chose de momentané, mais c'est très coûteux, il y a beaucoup de stress par rapport à ça. Je pense par exemple, quand les enfants sont un peu plus grands et qu'ils vont à l'école, eh bien, ça peut être pour certains parents les rentrées des classes. C'est un moment où il y a plein de choses, qu'il faut penser. Il y a des rythmes qui avaient été pris pendant les vacances qui doivent être modifiés. Il y avait peut-être des règles qu'on avait assouplies qu'il faut remettre en place. C'est aussi une période qui peut être vécue pour un parent comme plus stressante. Je pense aussi à une période qui peut être plus chargée aussi au sein de son travail, avec une deadline particulière ou un événement organisé comme c'est pour Lola et pour moi pour ce soir, hein, si je prends l'exemple personnel. Ou bien ça peut être aussi à une échelle beaucoup plus courte et réduite, le fait d'avoir passé une mauvaise nuit avec un enfant qui a fait 5 réveils sur la nuit parce qu'il est malade et le stress que ça peut générer sur le matin et la journée. Eh bien, le fait d'avoir cette balance en tête, en quoi ça va aider? Ça va aider dans le fait où on sait qu'il va y avoir ce gros poids sur ce facteur de stress momentané. Quand on a en tête tous ces moments qui nous génèrent plus de stress au sein de son année, par exemple, eh bien, on peut anticiper en se disant, OK, je sais que la rentrée des classes, c'est un moment chaque année où je suis plus tendue, où je suis plus stressée. Alors là, maintenant, on est en juin, ou on est en août, et je vais anticiper. Je sais que la rentrée des classes arrive là maintenant. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Soit avant, pour contrebalancer ce stress qui va arriver à ce moment-là en septembre, soit pendant, soit après.
Comment faire ça, par exemple? Ça va être très, 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 subjectif et différent pour chacune des familles. Ça peut être, par exemple, en achetant des surgelés, pour et ne pas faire, tout des petits pots, maison et cetera. Ça peut être en mettant, pardon, plus d'écran à son enfant et de remettre une règle avec un peu moins d'écran, quelques semaines après le démarrage de la rentrée des classes. Ça peut être aussi, prendre un budget un peu plus grand à ce moment-là de babysitting ou, de plats qui vont être livrés à la maison. Vous avez le droit de faire ça. Vous avez le droit de vous simplifier la vie. Il y a des périodes qui sont plus stressantes, les anticiper, ça fait partie aussi de cet équilibre qu'on peut trouver. Super, est-ce qu'il te reste 1 minute? Ah bah super, bah je crois que il me reste justement 2 slides, donc je finalise juste ça. S'il y avait un message que je voulais donner avant l'intervention ici de Lola, ce serait quoi? L'importance de s'arrêter et de prendre de la hauteur. Cette balance, on peut la faire qu'une fois qu'on est sorti, vous voyez le hamster qui est dans sa roue, qui est dans sa roue, qui est dans sa roue, non. Ces changements, ces différences de perspective, elles ne peuvent se faire qu'une fois qu'on a pris de la hauteur. Et donc là, l'exemple, c'est si tu te focalises sur le problème, eh ben, tu risques de rater une solution qui est bien utile ou qui finalement était assez facilement atteignable. L'importance du stop, qui peut durer quelques secondes, qu'on peut utiliser comme ça dans sa journée, quelques minutes, mais parfois quelques mois. Parfois, on a été trop loin dans le déséquilibre et parfois s'arrêter, par exemple à son travail, eh bien, c'est utile et vous avez le droit de le faire et c'est important de le faire. Et donc, en faisant cet arrêt, il y a cette question à se poser qui va être, mais qu'est-ce qui, au fond, chez moi, crée le plus de coûts? À quoi ressemble chez moi cette fameuse balance des coûts et des ressources? Et donc, il y a des exemples de choses qui peuvent venir en tête, comme, ben moi, chez moi, j'aimerais diminuer mon temps de travail, mais j'ai peur au niveau de l'impact financier, j'ai peur pour ma charge de travail, et puis je comprends rien à ce qui existe. Ça peut être, je manque de temps pour tout gérer, ça peut être, on attend de moi que je sois hyper efficace au travail alors que je manque tellement de sommeil. Ça peut être, je manque de support externe pour tout gérer. Les enfants qui tombent malades, les sorties à l'école alors que les horaires correspondent pas, la logistique, les sorties de couple, ou alors aussi le stress. Ça impacte ma vie privée. J'ai du mal à m'endormir, j'y pense dans ma vie privée. Ça peut être aussi, j'arrive dans ma journée au travail, j'ai eu des tensions dans ma famille, ça impacte ma vie au travail. Comment faire la frontière? Je suis qu'une seule personne. Et donc ici, je vais passer la parole à Lola, qui va déjà donner toute une série d'informations sur ce premier point qui est, pour une personne, un parent qui aimerait diminuer son temps de travail. Voilà Lola, je te laisse la parole. Super, il faut juste que je puisse Oui, partager mon écran. oui, oui, oui. Alors, Voilà, vas-y. vous le voyez? Oui, Ok, tu peux le partager en grand écran encore. je sais pas comment on fait. Tout en bas à droite, tu as une espèce de petit... Donc, mets ta flèche tout en bas, tout en bas, tout en bas. Voilà. Et là, tu as 4 carrés. Non, tout en bas de ton écran, tu as 4 carrés et puis tu as une ligne horizontale avec moins et plus, Non, je tout en vois bas pas. à droite. Bon, c'est pas grave. Si vous voyez pas bien Non, mais on voit suffisamment. Tu peux ok. laisser comme ça. Donc voilà, en fait, c'est important que je vous parle des congés parce que c'est vraiment à quoi vous avez droit en tant que parent. Et en fait, on se rend compte que en fait, les parents, dans la plupart des cas, ignorent en fait à quoi ils ont droit. Et donc, c'est important que vous sachiez ce que vous pouvez demander en tant que parent euh, en termes de réduction de temps de travail et pour concilier votre vie privée, votre vie professionnelle et quel impact ça a sur le budget de la famille, sur votre pension, etc. Donc, j'ai essayé de les classer par catégorie. Donc, en fait, juste une petite précision, moi, je vais parler surtout des congés qui existent pour les salariés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la majeure partie des travailleurs. Donc, il y a des règles spécifiques pour les indépendants. Il y a des règles spécifiques pour les fonctionnaires, puisque pour les fonctionnaires de la fonction publique, c'est surtout les congés dépendent de leur statut. Donc, il faut aller voir les statuts. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait un énorme travail de recensement de tous les congés familiaux qui existent pour les parents.
Je vous le mettrai dans la discussion et vous pouvez vraiment aller le voir. Je vous le mets maintenant. Il y a une annexe avec tous les congés qui existent pour les indépendants, les fonctionnaires, etc. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Donc, au niveau de la naissance, de l'adoption, de l'accueil d'un enfant, il y a le congé de maternité, donc, qui est de 15 semaines, une semaine obligatoire avant la naissance et 14 semaines après la naissance. Ce congé, en fait, il est rémunéré de la manière suivante. Le premier mois, c'est 82% donc, de la rémunération brute non plafonnée et pour le reste, c'est limité à 75% du salaire. Vous avez droit aussi, les mamans qui allaitent, à un congé d'allaitement. Donc, si vous prestez 7h30 par jour, vous avez droit à 2 pauses de 30 minutes qui sont rémunérées. Si c'est moins de 7h30 par jour, vous avez droit à 30 minutes. C'est aussi payé à 82% de la rémunération horaire brute non plafonnée. Ensuite, il y a le congé de paternité coparentalité qu'on appelle congé de naissance. Donc, depuis le 1er janvier 2023, il est passé à 20 jours. Ces jours, ils ne doivent pas nécessairement être pris directement à la naissance de l'enfant, mais entre la naissance de l'enfant et les 4 mois qui suivent, on peut les prendre peut les prendre par semaine. Par contre, on ne peut pas les prendre par demi-jour, on ne peut pas les fractionner. Les 3 premiers jours sont rémunérés à 100% par l'employeur et les jours suivants, c'est 82% de la rémunération brute plafonnée. Ensuite, il y a le congé d'adoption, donc qui est de 6 semaines par parent adoptif, plus 3 semaines à se partager, et le congé parental d'accueil. Donc ça, c'est quand on a un enfant qui est placé dans une famille d'accueil, mais il faut que l'accueil soit officialisé par une décision du tribunal. Ensuite, il y a les congés thématiques, dont le plus connu est le congé parental. Donc, ce congé thématique, c'est une manière d'interrompre son travail pour 4 buts précis. Le premier donc, est d'éduquer ses jeunes enfants, ça c'est le congé parental. Le deuxième est d'assister, octroyer des soins à un membre de son ménage ou de sa famille. Un congé pour soins palliatifs et depuis peu, le congé aidant proche. Alors, ce congé parental, c'est surtout celui-là dont je vais vous parler. Le congé parental, c'est important de dire que c'est un droit. On ne peut pas vous refuser le congé parental si vous répondez aux conditions. Par contre, votre employeur, ce qu'il peut faire, c'est dire, voilà, pour des raisons spécifiques et motivées liées à l'organisation du travail, c'est pas possible de le prendre maintenant, mais il ne peut que le reporter, par exemple, de 6 mois sur une décision justifiée. Donc, ce congé parental, il peut être pris 4 mois à temps plein et puis c'est calculé de manière exponentielle. Donc, on peut le prendre 4 mois à temps plein, 8 mois à mi-temps, 20 mois à un cinquième temps et depuis peu aussi, on peut le prendre à un dixième temps. Ça, c'est 40 mois. C'est juste que la différence, c'est que le congé parental à un dixième temps, ce n'est pas un droit, contrairement aux autres formes d'interruption. La seule condition que vous devez remplir pour pouvoir demander et avoir droit à un congé parental, c'est d'avoir travaillé 12 mois chez votre employeur. Donc, vous devez avoir une ancienneté d'1 an, mais si vous avez par exemple eu des CDD qui se sont suivis, cette année-là est prise en considération. Le congé parental, il est ouvert donc, pour vous occuper de votre enfant, mais l'âge est limité à 12 ans, sauf si votre enfant est atteint d'un handicap, alors c'est 21 ans. Et c'est important aussi de savoir que pendant toute la période, à partir de la demande du congé parental jusqu'à les 3 mois qui suivent votre retour au travail, vous êtes protégé contre le licenciement. Je vous ai fait un tableau avec les rémunérations. Voilà, pour vous donner une idée, c'est vraiment extrêmement mal payé. Et nous, la Ligue des familles, vraiment, on milite très fort pour mieux rémunérer les congés parentaux pour qu'ils soient accessibles aux parents. Donc, pour un temps plein, c'est 879 euros. C'est un montant forfaitaire. Donc là, ce n'est pas en fonction de la rémunération qu'on a. Et il y a des allocations qui sont majorées pour les familles monoparentales. Donc là, on est à 1479,99 par mois en forfait pour un congé parental et vous avez les autres montants dans le PowerPoint auxquels vous aurez accès. Alors, je voulais aussi vous parler du cas spécifique de l'hospitalisation d'un enfant mineur, puisqu'on peut prendre un congé parental pour assistance médicale, mais il y a la spécificité de l'hospitalisation. Donc ça, vous voyez qu'on peut le prendre immédiatement au moment de l'hospitalisation, alors que le congé parental, il y a une procédure. Normalement, il faut demander quand même 3 mois à l'avance.
On peut prendre 1 an maximum, mais c'est des périodes en fait de 1 mois et de maximum 3 mois. Ce qui est important à vous dire aussi, c'est que vous pouvez prendre ce congé et votre enfant ne doit pas être hospitalisé pendant 1 mois. Il peut être hospitalisé quelques jours et puis être en convalescence à la maison et vous pouvez prendre ce congé pour hospitalisation du moment que vous prouvez qu'il a besoin de soins. Si par exemple vous êtes en congé parental ou vous avez un autre congé pendant l'hospitalisation, ce congé, il faut mettre fin, enfin, il est immédiatement mis fin à ce congé et une fois que votre congé pour l'hospitalisation de votre enfant est fini, ben, vous pouvez directement reprendre votre congé parental là où vous l'avez laissé, pour ainsi dire. Alors, il y a une autre forme, un autre congé qui existe pour s'occuper de votre enfant, c'est le créditant. Et donc ça, il y a aussi 5 motifs pour le créditant. Donc c'est vraiment en plus que le congé parental. Il y a des petites différences. Vous pouvez prendre les 2 congés l'un à la suite de l'autre, mais vous ne pouvez pas les prendre simultanément. Mais vous pouvez immédiatement passer d'un congé parental, par exemple, à un créditant. Il diffère au niveau des conditions, de la rémunération. Il peut être pris, il y a 5 motifs, c'est aussi soins palliatifs, soit un parent gravement malade, soit à son enfant. Il est par contre plus long, il est de 48 mois, mais par contre, on ne le calcule pas de manière exponentielle, comme je vous ai dit pour le congé parental, où c'est 4 mois à temps plein, 8 mois à mi-temps. Là, c'est 48 mois, qu'importe la manière dont vous interrompez votre travail à mi-temps, à temps plein, à temps partiel. Là, il est encore moins bien payé c'est un forfait de 537 euros de base pour tout le monde, ce qui est franchement pas beaucoup pour un temps plein. Il y a ici une petite majoration pour les parents isolés, mais uniquement pour les parents lorsqu'ils prennent un créditant à mi-temps. Donc, vous inquiétez pas, c'est difficile à suivre, mais vous avez vraiment toutes les informations dans cette étude. Et en plus, ce qu'il faut savoir et qui est important, c'est que le créditant, il vient d'être réformé. C'est une grosse réforme. En fait, ils ont diminué la durée du créditant qui avant était de 51 mois pour s'occuper de son enfant. Maintenant, elle passe à 41 mois. Si vous voulez vous occuper de votre enfant à temps plein, alors l'âge de l'enfant est de 5 ans. Par contre, si vous prenez ce créditant à mi-temps, l'âge de l'enfant reste de 8 ans. Toutes les majorations sont supprimées dans le sens où avant, si on avait 50 ans et plus ou plus de 5 ans d'ancienneté chez le même employeur, le créditant était mieux payé, ce qui n'est plus le cas. Et ce qui est très important à dire, c'est qu'il faut 3 ans d'ancienneté, alors que le congé parental, je vous disais, c'est 1 an d'ancienneté. Là, pour pouvoir prétendre au créditant, qui est aussi un droit, c'est 3 ans d'ancienneté. Alors, des autres congés qui sont disponibles, c'est les petits chômages. On appelle ça aussi les congés de circonstance. Ça, c'est un congé avec maintien de votre salaire, mais c'est vraiment très limitatif. Donc, c'est précis dans la loi pour quel motif on peut prendre un petit chômage. Et ça, je vous ai donné l'exemple d'un mariage, par exemple le vote, celui de votre enfant. Malheureusement, ça peut aussi être lié au décès d'un enfant de sa conjointe. Là aussi, avant, c'était 3 jours et suite au combat de la Ligue des familles, c'est passé à 10 jours. Mais ça peut être aussi, par exemple, pour la communion de votre enfant. C'est aussi c'est très limitatif et c'est expliqué dans l'étude. Il y a un autre congé qui existe qui s'appelle le congé pour raison impérieuse ou raison familiale. Ça, c'est maximum 10 jours par an. Mais par contre, ce n'est pas un congé qui est payé. Donc, vous avez droit à ces 10 jours, mais vous ne serez pas payé. Donc, évidemment, ça change tout si on prend un congé qui est payé ou pas. Et donc là, on a le droit de s'absenter de son travail pour des raisons impérieuses de nature familiale. Donc, comme je vous ai dit, par exemple, en cas d'accident d'un proche, d'une hospitalisation, d'une maladie, ou si votre enfant est malade, hein, par exemple, on sait que les jeunes enfants, ils sont quand même souvent malades, surtout quand ils commencent la crèche. Et alors, en fait, il y a des entreprises qui offrent des congés enfants malades rémunérés. Par exemple, avec des familles, on a 5 jours de congé enfant malade. Et selon le baromètre des parents qu'on a fait, il y a seulement 36% des parents qui ont cet avantage de la part de leur employeur. Et nous, à la Ligue des familles, on demande qu'il y ait 10 jours de congé enfant malade rémunérés par parent, dont 300 justificatifs, puisque quand on a des petits-enfants qui sont à la crèche, qui font leurs dents, qui ont juste une montée de fièvre, obliger les parents à courir chez le pédiatre et à dépenser beaucoup d'argent pour une petite maladie, ça nous semble trop pesant. Alors, je vous parlais de quelque chose auquel il faut faire attention, et c'est en fait à l'impact
des congés sur les droits sociaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est totalement ignoré quand on prend un congé parental, par exemple. Donc ça, vraiment, je vais vous expliquer, mais je vous conseille à demander aussi à vos RH qu'est-ce que ça va impliquer sur le budget, en fait, du ménage. Donc, par exemple, ça a un impact sur le calcul de la pension, puisqu'on calcule la pension sur les jours qui ont été effectivement travaillés. Donc, la bonne nouvelle, c'est que notamment le congé parental et le créditant, et souvent les congés rémunérés, donc le petit chômage aussi, c'est des congés, on va assimiler au fait que vous avez, et le congé de maternité, de paternité aussi, ils n'ont pas d'impact sur la pension parce qu'on considère que c'est des jours de travail effectifs, on dit dans le jargon. Par contre, ils ont un impact sur le jour de vacances annuelles, puisqu'on calcule les vacances annuelles sur les jours de travail effectivement prestés. Donc, par exemple, si vous avez pris 3 mois de congé parental, eh ben, au lieu de calculer vos vacances annuelles sur 12 mois, on va enlever 3 mois et donc vous aurez encore moins de congés annuels. Et voilà, ça c'est assez paradoxal parce qu'évidemment, si on prend des congés, c'est pour justement aider à l'équilibre vie privée, vie de famille. Et donc, bah, si après on a encore moins de congés l'année suivante, eh ben, on a encore plus besoin de ces congés et donc on a un serpent qui se mord la queue. Et donc, nous, vraiment, on demande qu'il n'y ait pas d'impact sur les droits sociaux ni sur la pension. Il y a aussi des différences au niveau des calculs de l'indemnité de préavis. Par exemple, le congé parental, on va prendre en considération la période où vous avez été en congé parental, alors que ce n'est pas le cas pour le créditant. Donc, il faut vraiment, voilà, ça je vous l'ai dit oralement, j'imagine que c'est difficile à retenir comme ça parce que c'est assez technique, mais c'est vraiment important que vous sachiez à quoi vous avez droit, ce que vous pouvez demander. Même à la Ligue des familles, parfois, ben, y a des employés qui ignorent qu'en fait, ils avaient droit à un créditant, par exemple. C'est un congé qui est assez mal connu. Et aussi de savoir, de demander l'impact de ce congé sur vos droits sociaux, sur vos revenus, sur votre pension et sur vos congés annuels. Voilà, je repasse la parole à Nathalie et j'arrête le partage d'écran. Vous inquiétez pas, je répondrai à vos questions. Je vous donne l'accès à l'étude et vous pouvez toujours, on a mis nos contacts à la fin, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Nathalie, tu remets ton partage? Oui, je vois du coup les discussions en attendant que Nathalie partage. Effectivement, le congé d'allaitement, c'est différent que les pauses d'allaitement, hein. Les pauses d'allaitement, c'est vraiment pour tout le monde. Et ça, l'écartement, c'est des femmes qui ont quand on est enceinte, qui sont écartées de leur travail. C'est deux congés différents. Ok, un grand merci Lola pour tes différentes explications sur les congés familiaux. Donc, pour en revenir un peu là où on en était juste avant l'intervention de Lola, eh bien, donc au niveau de ce qui peut vous être coûteux dans votre balance vie privée et professionnelle, hein, comme je disais, il y avait j'aimerais diminuer mon temps de travail, mais j'ai peur de l'impact sur les finances, mais il y a d'autres choses qui pourraient vous traverser l'esprit. Et donc, j'ai pris des exemples voilà, par exemple, je manque de temps ou on attend de moi une totale efficacité et je manque tellement de sommeil. Et sur comment est-ce qu'on peut travailler sur base de ce que je vous ai expliqué un peu précédemment. Alors, si par exemple, on a la phrase ou la pensée « je manque de temps pour tout gérer », quand j'ai un parent devant moi qui a ce genre de pensée en tête. Une des choses que je voulais vous demander avant de commencer mon explication, c'est que ce qui m'intéresse, et c'est un peu ça la philosophie des ateliers quand on les fait, c'est que ici, je vois que ce soir, on est 93 participants. Peut-être le moment où on aura mis cette conférence sur YouTube, ce sera pareil, il y aura la possibilité d'écrire dans le fil de YouTube. Mais ce qui est vraiment hyper riche, c'est que ce qui est un facteur de stress pour l'un, l'est peut-être pas pour l'autre. Et donc, peut-être que pour certains d'entre vous, des 93 que vous êtes présents, il y en a qui n'ont pas du tout cette impression de courir derrière le temps ou qui, en tout cas, ont mis en place plein de choses pour apaiser ce sentiment de manque de temps. Et donc, je vous invite vraiment là maintenant, tout au long de cette deuxième partie que moi je vais donner,
d'également partager ce qui a fonctionné pour vous, que vous auriez envie de partager et de communiquer aux autres personnes qui sont là aujourd'hui. Et vous pouvez vraiment le faire dans le fil de la discussion. Comme je disais, cette implication, elle va vraiment être bénéfique pour tout le monde. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand on a une difficulté, je manque de temps pour tout gérer, eh bien, c'est intéressant d'aller regarder qu'est-ce que je ne peux pas, quelles sont les choses sur lesquelles je ne peux pas avoir d'impact, que je ne peux pas changer, quelles sont les choses que je peux influencer, mais de façon indirecte et partielle, et qu'est-ce qui est vraiment dans mes propres mains. Alors, j'ai essayé de structurer différentes choses qui sont des outils qu'on utilise en atelier ou que qui sont souvent revenus comme feedback des parents que je rencontre comme des outils qui les ont aidés et qui ont eu de l'impact sur leur quotidien. Première chose, eh bien, comme je le disais tantôt, ce qu'on ne peut pas changer, ça va être le fait qu'il y ait 24 heures sur une journée. Par contre, ce que je peux éventuellement influencer de façon partielle et indirecte, ça va être plusieurs choses. Alors, j'ai noté différentes choses. Premièrement, ça peut être, peut-être que chez vous, vous avez cette tendance, comme moi je l'ai eu à un moment donné pour me simplifier la vie, de faire toute une série de tâches à la place de mon enfant, pour gagner du temps, pour, voilà. Et il y a plein de moments où c'est vraiment très utile et où ça vaut la peine de le faire. Mais parfois, ça peut avoir son intérêt d'impliquer son enfant et de l'autonomiser pour qu'il fasse un maximum de tâches. Ce sont toutes ces tâches que lui va faire, que vous ne faites plus et où, entre guillemets, vous allez pouvoir récupérer un certain temps. Une astuce, quand on veut mettre en place cette autonomisation de l'enfant, ça va être par exemple de mettre en place des routines qui sont affichées sur son frigo par exemple, et au plus l'enfant va pouvoir interagir pour voir qu'est-ce qu'il a déjà fait, où est-ce qu'il en est dans cet enchaînement de différentes tâches, au plus avoir de l'impact. Parce que ses capacités attentionnelles sont assez limitées. Et donc, quand il va, par exemple, aller mettre son pyjama et qu'après ça, il doit préparer ses vêtements du lendemain, tout d'un coup, il va voir un jouet qu'il aime bien et hop, il va vouloir jouer. Aussi pour cette question de difficulté de poser son attention vers vraiment ce qu'il avait décidé au départ. Une deuxième astuce pour ces routines, ça va être de mettre un timing qui va être le plus parlant pour l'enfant. Ça peut être sous forme d'une chanson, le temps d'une chanson qu'il connaît. Ça peut être utiliser des petites minuteries qu'on achète sur Internet et qui sont assez claires ou des sabliers avec des durées prédéterminées. Et ça peut être aussi d'aller mettre des motivations pour l'enfant pour se motiver à faire toutes ces tâches en fait qu'il n'a pas du tout envie de faire. Donc, par exemple, un exemple personnel qu'on a mis qui a eu énormément d'impact, ça a été eh bien, de mettre une minuterie. L'enfant voit qu'il a plus ou moins 20 minutes, par exemple. Eh bien, il sait qu'à la fin, quand il a tout fait, le temps qui lui reste, eh bien, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut éventuellement regarder une petite vidéo, elle peut finir un dessin qu'elle avait envie de finir, etc. Donc, cette motivation, intrinsèque ou extrinsèque, va être quelque chose qui va vraiment pouvoir avoir de l'impact sur cette influence sur son enfant. Ça va être aussi des systèmes de rangement qui vont faire gagner du temps, avec notamment chaque chose à sa place. C'est une bête astuce, mais qui peut vraiment avoir un monde de différence sur ce tunnel du soir ou ce tunnel du matin qui peut paraître vraiment infini et là où on a bien envie de gagner un petit peu de temps. Là où on peut avoir de l'impact au niveau de son couple, ça va être notamment d'aller ritualiser un moment où on va programmer la répartition des tâches au sein du couple. Ça peut être un soir de semaine, ça peut être un dimanche, par exemple, le moment qui va le plus vous correspondre à vous. Une des astuces aussi va être éventuellement de réduire son temps de travail. Et pour ça, ça peut être intéressant de faire une sorte de petite analyse sur quel est le budget que j'ai actuellement. Quelles sont les entrées, quelles sont les sorties et d'avoir en fait une vue très précise de ces entrées et ces sorties parce que parfois on se rend compte qu'il y a toute une série de choses, d'argent qui sort, qui est inutile et qu'on peut déjà récupérer et qui va nous permettre justement de réduire notre temps de travail de façon plus confortable. Je pense notamment au système des enveloppes, quand vous pouvez prendre le lien qui est juste en dessous, ou pour prendre des notes sur tout ce qu'on dépense
sur une durée, par exemple, d'un mois ou deux, il y a des applications comme Tricount qui peuvent exister. Une autre chose sur laquelle on peut influencer de façon partielle, ça va être notre système pour faire des courses, la ritualiser aussi. Et il existe, par exemple, des applications comme Family Wall qui peuvent être vraiment très, très pratiques à mettre en place dans la famille pour ces rituels. Au niveau de ce que je peux changer, comme je disais tout à l'heure, la toute première chose, une des premières choses qui peut venir en soutien, ça va être, comme je disais tantôt, de faire ce stop, de prendre cette hauteur, de prendre via de la respiration, vers n'importe quoi, cette distance par rapport à ce qu'on vit pour l'instant, pour voir les choses sous un autre angle. Et donc, il y a différents outils qui peuvent être utilisés. Il y a l'outil de Isabelle Roskam et Moira Mikołajczak qui sont spécialisés dans la prévention du burn-out parental, qui ont cet outil pour voir tous les rôles qu'on a dans notre vie, le rôle parental, le travail, etc. Comment est-ce qu'on le répartit? Si on le répartissait comme ça dans une espèce de sac avec différentes grosses pierres, et à quel point elles se superposent les unes les autres, et donc ensuite de choisir en conscience comment elles peuvent ne plus se superposer pour pouvoir gagner en sérénité. Il y a la matrice d'Eisenhower aussi. Vous pouvez également aller la voir d'un peu plus près, mais le principe, ça va être de classifier les différents, chaque fois qu'on a une chose à faire, d'aller classifier dans quelle mesure elle est importante et urgente. Ça peut être aussi développer des habiletés en communication non violente, ouvrir un dialogue ouvert avec son employeur ou travailler par exemple sur le perfectionnisme. Voilà, c'est des exemples d'actions qui peuvent être mis en place à différents niveaux. Quand j'ai un autre type de pensée ou de phrase qui revient souvent chez les parents que je rencontre, il y a « mais on attend de moi une totale efficacité au travail alors que je manque tellement de sommeil ». À ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe dans les trois classifications, comme exemple? Dans les choses que je ne peux pas changer, eh bien, il y a comment se compose le sommeil. Je ne vais pas pouvoir changer le fait que le sommeil est composé de trains du sommeil avec à chaque fois un micro-réveil qui se fait après chaque cycle de sommeil. C'est quelque chose sur lequel je ne peux pas avoir d'impact, c'est physiologique, c'est comme ça. Une autre chose sur laquelle je ne peux pas avoir d'impact et qui est comme ça, c'est la forte probabilité d'avoir du sommeil en moins les premières années de son enfant. Si je reprends des chiffres ici d'études auxquelles je me réfère souvent, il y a notamment le fait que la première année de vie de son enfant, le parent perd 700 heures en moyenne de sommeil. Un autre chiffre que j'ai ici d'une étude, c'est que généralement, un parent ne va pas récupérer le sommeil qu'il avait avant sa grossesse avant les 6 ans de son premier enfant. Donc, ce sont des chiffres qui sont intéressants à avoir en tête dans c'est comme ça, peut-être moi je vais avoir la chance de ne pas vivre tout ça, mais la forte probabilité de le vivre, elle est là, parce que la physiologie du sommeil, elle est là, elle est comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir influencer par rapport à cette pensée que j'ai qui me mine et que je vais ruminer et qui va être vraiment difficile à vivre au quotidien? Première chose que je peux faire, où je vais pouvoir avoir de l'influence, ça va être d'avoir un dialogue ouvert avec mon employeur, d'exprimer la fatigue que je ressens, le fait que, eh bien, quelque part, c'est normal au vu de ma situation, et d'avoir ce dialogue ouvert avec lui pour transformer les objectifs pour qu'ils soient beaucoup plus réalistes par rapport à ma situation. Une autre chose que je vais pouvoir mettre en place, ça va être de demander à son employeur ou d'inviter son employeur à mettre en place une salle de repos et une culture de la possibilité de se reposer pendant la journée. Une autre chose, ça va pouvoir être de mettre en place toute une série de choses qui vont peut-être permettre de favoriser un sommeil serein de mon enfant. Je pense par exemple à le niveau de luminosité le soir qui va avoir un impact sur la sécrétion de mélatonine. Je pense aussi par exemple à la diminution du taux de cortisol. Le fait de mettre une musique très calme et très lente est quelque chose qui peut vraiment physiologiquement avoir un impact aussi sur cette diminution du cortisol. Je pense aussi également à la température du corps de l'enfant avant de se coucher, etc. Et puis, j'ai placé là aussi le propre sommeil, que ce soit des enfants ou de l'adulte, en lien avec les écrans. Le fait, la lumière bleue des écrans empêche la sécrétion de mélatonine, et donc ça retarde le moment où on va avoir le sentiment d'être fatigué et on va sombrer vers le sommeil.
Et je l'ai mis que le fait de diminuer les écrans, je l'ai mis en influence partielle parce qu'on le voit bien, on a tout un projet, la face du clip ou quelque chose comme ça, enfin, on a tout un projet sur les écrans à la Ligue des familles où on voit bien que la dépendance qui est créée par toute cette institution de ceux qui fabriquent les réseaux sociaux, etc., pour monnayer l'attention qui est prise chez les différents individus. Et donc, oui, on peut diminuer sa consommation d'écran, mais quelque part, il y a quelque chose d'inconscient qui est fait pour maintenir notre attention sur lequel on n'a pas toujours une prise très facile. Au niveau de ce que je peux changer, à nouveau, comme je le dis, faire un moment de stop qui va nous permettre de prendre de la distance, quelque chose qui va vraiment pouvoir aider pour mettre en place toutes ces actions. Dans les choses que je vais pouvoir mettre en place, ça va être de travailler la distance que je vais prendre sur le regard des autres ou sur ce que mon employeur va penser de moi. C'est là où j'ai mis le bouclier avec le fait de ce que son regard à lui ou ce qu'il va pouvoir me dire va ricocher sur ce bouclier et ne va plus m'atteindre moi personnellement. Ça va être aussi d'éventuellement se renseigner sur la physiologie du sommeil, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, et de se renseigner auprès de professionnels de la santé qui sont vraiment spécialisés dans le domaine. Ça va être aussi de travailler sur éventuellement son propre sommeil ou le fait de faire des siestes en journée, tout en sachant que c'est pas forcément facile de le faire, étant donné que la culture d'entreprise va rarement dans ce sens, et donc quelque part ça demande un coût de sa propre part. Et puis les petits personnages qui discutent, ça va être je peux prendre l'initiative de dialoguer avec mon employeur sur ce que je vis et exprimer mes besoins, et également de s'interroger avec cette fameuse matrice d'Eisenhower, comme je le disais tantôt, sur la gestion du temps et des priorités, de mon sommeil, à quel point j'en fais une priorité dans ma vie ou pas. Une troisième phrase qui vient vraiment très souvent chez les parents que je rencontre, c'est « je manque de support externe ». Je pense notamment aux familles monoparentales et pour lequel c'est vraiment un énorme facteur à risque de déséquilibre et notamment d'épuisement. Eh bien, j'ai plusieurs choses à dire par rapport à ça. La première chose, c'est, je le rappelle par rapport à ce qu'on avait dit en début de session, première chose, c'est l'importance de changer des choses au niveau de la société et au niveau des lois qui existent, etc. Donc, tout ne doit pas reposer sur les épaules des parents. Le fait de manquer de temps, manquer de support externe, c'est le cas, en effet, il n'existe pas assez de choses non rémunérées, qui sont gratuites pour les parents. C'est la première chose. Ensuite, il existe quand même plein de choses. Je pense notamment à Super Mama. Combien de fois je partage ça et que les parents ne connaissent pas, alors c'est extraordinaire. Je sais que ça existe à Bruxelles et au Brabant wallon, par exemple, mais ce sont des initiatives citoyennes qui peuvent être créées un peu partout en Belgique. À quoi ça consiste? C'est une fois qu'on a accouché, ou si par exemple on vit un burn-out parental, eh bien on peut faire appel à ce réseau Super Mama et pendant plusieurs semaines, un réseau de mamans va venir nous apporter, je pense que c'est plusieurs fois par semaine, voire tous les jours, je ne suis plus certaine, un repas qui est déjà tout fait par cette autre maman. Quelle logistique en moins d'avoir cette aide. Je pense notamment à la possibilité de demander de l'aide directement dans votre réseau. J'ai moi-même vécu de l'épuisement parental au moment du Covid. J'ai fait appel à mon réseau, j'ai envoyé un message à mon réseau en disant voilà, je suis dans un moment à risque, j'ai besoin de votre aide. Quand vraiment pendant les premières semaines de vie de mon deuxième enfant, qui aurait du temps pour m'aider, pour plier mon linge, pour vider mon lave-vaisselle, pour s'occuper de ma plus grande pendant que je suis en train de m'occuper du plus petit. Je pense à Merci-Qui, ce réseau qui est un réseau d'échange et de solidarité qui est totalement gratuit. Je pense aussi aux petits vélos jaunes ou AMAC qui sont des ASBL où vous avez un soutien. Par exemple, le petit vélo jaune, c'est si vous êtes en situation de burn-out parental, mais ça peut être plein d'autres situations. Je dis burn-out parental parce que c'est celle que je connais le mieux. Eh bien, vous pouvez avoir une personne qui vient chaque semaine pendant une certaine durée, je pense 1 heure ou 2, mais je ne suis plus certaine, pour vous aider du mieux qu'elle peut
et qui va créer vraiment un lien avec votre famille, avec votre enfant ou vos enfants, et qui va du coup vraiment vous soulager au quotidien. AMAC, c'est spécialisé pour les familles monoparentales. Je pense Nathalie, à... Ah oui, une minute, hein. parfait, ok. Donc voilà, ça c'était pour vous dire qu'il existe tous ces supports externes. Au niveau du stress, je vous disais, un des stress qui peut impacter, ou les émotions qui ne sont pas faciles, qui peuvent impacter la vie privée ou la vie professionnelle. J'avais vraiment envie de vous informer sur cet outil qui est la pleine conscience, que vous connaissez peut-être et vous en avez certainement entendu parler parce qu'on en parle vraiment beaucoup ces dernières années. Les études scientifiques ont vraiment fleuri énormément euh, tous ces derniers temps, où il y a vraiment un bénéfice qui a été prouvé autant sur le psychologique que sur le physique. Et quand je pense au physique, ça va être notamment la tension artérielle, le cortisol, l'immunité, etc. Il y a des audios libres là-dessus que vous trouvez là. Il y a également des applications. Je pense par exemple à celui qui est tout à fait à droite, Respirelax, qui est une application gratuite de cohérence cardiaque et qui est en fait quelque chose qui est très très facile à utiliser et qui, quand on a un coup de stress ou quand on veut installer cette habitude au quotidien, qui peut être vraiment faite 2 minutes sur la journée. Et puis, comme dernier outil, j'ai cet outil que j'utilise vraiment de plus en plus et qui fait beaucoup de bien, notamment quand on peut ressentir du perfectionnisme, qui va être l'autocompassion en pleine conscience. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'autocompassion en pleine conscience, ça va être cet apprentissage de s'offrir de la compassion. Parce que, on l'a bien vu, quand on est parent, très souvent, c'est assorti de culpabilité ou d'autocritique, ou le fait de se sentir seul et d'avoir l'impression d'être le seul à avoir du mal, à ressentir du mal, alors qu'on l'a bien vu avec les chiffres de Lola, les pourcentages qui ressentent des difficultés sont énormes. Et je vous ai aussi mis 2 liens que vous pouvez télécharger et tester par vous-même si vous le souhaitez. Si je devais résumer en une phrase le message vraiment que je souhaitais que vous reteniez ce soir, c'est le suivant. L'importance de s'arrêter un instant et prendre la hauteur et s'offrir alors les perspectives de solution. Comme je le disais, prendre de la hauteur, regarder ces 3 distinctions et puis s'offrir du choix. Lola, je te laisse la parole. Oui, mais donc en plus de ce qu'a dit enfin de Nathalie, pardon, c'est aussi de dire que la société doit changer. Et ce qui est vrai, c'est que la société d'aujourd'hui et le monde du travail est pas du tout adapté aux réalités des familles. Et vraiment, à la Ligue des familles, ben, on se mobilise beaucoup et on a toute une série de revendications et de plaidoyers pour que ça change, pour que les parents puissent travailler tout en ayant des enfants et qu'ils ne tombent pas malades, puisque voilà, il y a beaucoup de parents qui tombent malades et qui peuvent plus travailler, et ça c'est très embêtant aussi, puisque c'est vraiment illusoire de penser que les parents peuvent tout gérer en même temps. Voilà, donc on voulait vous parler voilà, de quelques combats qu'on mène à ce niveau-là. Mais donc, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure et je vous ai indiqué de combien étaient payés les congés parentaux. Vous vous êtes vite rendu compte que c'était juste pas du tout assez, que c'est une rémunération qui est extrêmement faible. Et donc, ça a comme conséquence qu'en fait, ils sont tout juste pas accessibles, puisque c'est vrai que c'est pas évident de pouvoir se permettre d'avoir un forfait de 800 euros par mois pour s'occuper des enfants. Donc, on demande d'augmenter la rémunération des congés parentaux. Et c'est aussi un enjeu très important en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, puisque comme les congés sont moins bien payés et que les femmes, de manière générale, sont moins bien payées que les hommes, et ben, ce sont en fait les femmes qui prennent les congés parentaux, puisque la diminution des revenus va avoir moins d'impact sur le budget du ménage que si c'était le papa. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui est très important. On veut rendre les congés plus accessibles, puisqu'on vous parlait aujourd'hui du fait que pour prendre un congé parental, eh ben, il faut 1 an d'ancienneté chez le même employeur. Il y a une maman qui me disait que justement, elle n'osait pas changer de travail parce que alors elle aurait plus droit à un congé parental. Pour un créditant, c'est 3 ans. En fait, dans la vie des jeunes parents, 3 ans, c'est énorme. Ça exclut beaucoup de personnes qui sont en contrat précaire, par exemple en CDD, en intérim, et en particulier les femmes. Voilà, je vous en ai parlé aussi, on veut supprimer l'impact des congés sur les droits sociaux, la pension
les congés, on demande d'augmenter le congé de paternité coparentalité à 15 semaines, en fait, en tout cas pour l'instant, pour qu'il soit identique à celui de la mère. On demande de mettre en place un congé enfant malade rémunéré de 10 jours pour chaque parent. On demande aussi de mettre en place un congé de conciliation, et donc ça, ce serait en fait un congé rémunéré évidemment, hein, qui permettrait en fait aux parents de gérer les imprévus du quotidien. Donc par exemple, ben, notre enfant qui est malade, on doit appeler nos parents pour qu'ils viennent les garder, ou une garde malade. On a notre parent âgé qui a fait une chute, on doit s'en occuper. Ou même, voilà, il y a la fuite d'eau, on a une fuite d'eau, il y a un plombier qui doit venir. Et donc ce serait d'avoir 8 heures par an de congé par travailleur, et 8 heures en plus par enfant, et encore 8 heures par an pour les parents solos qui ont encore plus de difficultés, sans justification à l'employeur et qui pourraient être pris immédiatement. On demande aussi de simplifier et unifier le système des congés, puisque vous avez pu vous rendre compte lors de ma présentation que c'est un système qui est très complexe, qui manque de transparence et qui rend en fait l'accessibilité aux parents très compliquée, puisqu'en fait on ne sait pas à quoi on a droit, on ne sait pas à qui s'adresser, on a des interlocuteurs différents en fonction des congés qu'on demande. Et aussi, ça c'est important de le préciser, évidemment que tous ces congés, on les demande pour l'ensemble des parents, les indépendants, les parents fonctionnaires, les parents salariés. On demande que les parents aient les mêmes congés indépendamment de leur statut, de leur fonction professionnelle. Voilà, pour aller plus loin, je vous ai mis le site de la Voilà. Ligue où vous pouvez aller voir toutes nos revendications en la matière, mais évidemment, pour soutenir ces combats, on a besoin de vous. Voilà, donc si vous pensez que ces combats sont importants, ben, vous pouvez soutenir hein, la Ligue des familles en devenant membre euh, de la Ligue des familles, puisqu'on représente les parents. Donc déjà, merci à tous les membres qui nous permettent de toutes ces actions. Il y a des actions qui fonctionnent. Hein. Le congé de paternité, il était de 10 jours, il est passé à 20 jours. On a un congé de deuil qui a été allongé. L'allocation qui est octroyée pendant le deuil a été augmentée aussi. Donc vraiment, ces combats, ils avancent, notamment grâce à vous. Je sais qu'on a on plaide aussi, voilà, je vois une question sur le congé de maternité pour que les femmes aient droit à 15 semaines au total et ne perdent pas les semaines, par exemple, si elles accouchent trop tôt. Voilà, ça c'est un dossier qui va probablement avancer prochainement. On a un code promo si vous voulez être membre de la Ligue des familles, où vous pouvez tester un mois gratuitement à 1 euro au lieu de 5,50 € avec le code que je vous mets en annexe. Et alors aussi, pour terminer de ce point de vue-là, on a aussi tous des projets qu'on appelle l'éducation permanente. Mais donc, s'il y a des projets, pour l'instant, on est en train de travailler sur une campagne sur le postpartum. Donc, toute la période qui suit l'accouchement des femmes, on demande vraiment qu'il y ait un meilleur soutien des femmes qui viennent d'accoucher. On a toute une série aussi de revendications à ce niveau-là, et d'une étude qui a été faite avec des témoignages des parents. Et donc, par exemple, si c'est un sujet qui vous intéresse, ben, n'hésitez pas à aller sur notre site et à vous impliquer dans des projets qui sont disponibles et qui n'attendent que vous. Voilà, Nat, sans transition. Alors, pour vous parler aussi donc, des projets que moi j'ai mis sur pied à la Ligue des familles depuis que j'y travaille, ce sont donc les ateliers des parents, il y a aussi les formations en entreprise et les accompagnements individuels. Qu'est-ce qui fait qu'on a mis ce projet sur pied? Qu'est-ce qui fait qu'ils m'ont même recruté au final pour mettre ce projet sur pied? Première chose, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes qui ont été faites directement à la Ligue des familles pour mettre en place des actions qui nous permettent, qui permettent aux parents à bout de trouver des solutions vraiment concrètes. Ça, c'était la première chose. L'autre chose aussi, c'est que, et ça, je le remarque vraiment beaucoup avec tous les professionnels de terrain que j'ai l'occasion de côtoyer, eh bien, à l'heure actuelle, il y a énormément d'informations qui circulent, notamment avec les réseaux sociaux. Et donc, on s'y perd, on ne sait plus l'information qui est vraiment valable. Et donc, le but aussi, c'était de rassembler l'information vraiment essentielle en hyper résumé, vu que le parent a très peu de temps.
Et d'autre part, c'était de permettre de prendre ce moment de stop, comme je le disais un peu plus tôt, et de recul qui permettent du coup, mettre en place des choses différentes dans sa vie. Et le dernier aspect, c'était le fait de mettre en contact les parents pour qu'ils se sentent moins seuls. Souvent, à la fin de ces ateliers, je dirais que la moitié des feedbacks qu'on reçoit, c'est ça, c'est vraiment, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je me sens moins seule, qu'est-ce que je pensais être seule à vivre ça. Merci de voir que je suis pas la seule à galérer. Ça, ou le seul, pardon, à galérer. C'est une des choses vraiment qui ressort. Et maintenant, on a essayé aussi de varier les formules. On avait jusqu'à présent que des ateliers où on pouvait venir participer comme ça en soirée. C'était des ateliers interactifs. Maintenant, on a mis aussi au programme des replays qui sont directement téléchargeables pour pouvoir aussi permettre à un parent qui est vraiment trop fatigué le soir, par exemple, ou qui en journée n'est pas libre, de pouvoir prendre connaissance de l'information et puis le regarder quand ça lui correspond. J'ai aussi mis les prix juste sur cette slide parce que on a, à partir du 1er février, adapté nos prix au vu du contexte socio-économique qu'on traverse à l'heure actuelle. On a voulu diminuer notre prix. Voilà. Ah oui, ça, je voulais aussi vous la mettre. Cette formation, c'est une formation qui fait partie du catalogue formation. Alors, je prends mon petit copion. C'est une formation qui est vraiment sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle et où on aborde notamment les dispositifs que Lola a cités, mais aussi toute une série d'exercices très pratiques sur la gestion du temps et des priorités, sur la communication de façon assertive et aussi sur le fait de se détacher du regard des autres. Cette formation, en fait, elle est plus ou moins gratuite. En tout cas, c'est généralement, il n'y a pas d'intervention qui est demandée aux travailleurs généralement pour toute une série de secteurs qui sont chez la PEF et FEBI. Donc voilà, si vous voulez voir le site. Alors, elle est complète, mais il y a une liste d'attente et ça arrive quand même assez souvent, vu que c'est une formation gratuite, que les gens se désengagent plus rapidement. Et donc, n'hésitez vraiment pas, si ça vous intéresse et que vous faites partie de ces secteurs, d'aller vous mettre en liste d'attente. Et sinon, on vient d'ouvrir aussi 4 places nous-mêmes directement. Et donc là, pour l'employeur, donc ça, c'est vraiment via votre employeur. Et là, c'est 95 € par jour pour que l'employeur paye. Et voilà, on encourage vraiment en fait les employeurs à faire un maximum de ce travail sur le temps de travail, étant donné que le parent il est déjà débordé aussi dans sa vie privée avec tout ce qu'il a à gérer. J'ai mis un peu quelques témoignages. Alors peut-être juste pour dire qu'on a démarré ce projet en 2021 et que depuis 2021, c'est plus de 600 mamans et papas qui ont été accompagnés, tout en sachant que là, ici, dans ce chiffre, j'ai regroupé, si par exemple une maman est venue à 4 ateliers, elle est comptée 4 fois, mais c'est quelque chose qui est arrivé quand même un certain nombre de fois que des personnes participent à jusqu'à 4 ou 5 ateliers. Et donc, ce qui revient le plus souvent dans les témoignages, c'est le fait d'avoir de l'information qui est vraiment utile, des outils concrets, le fait d'avoir un moment d'introspection, le partage, se sentir moins seul, que ça redonne de l'espoir et que c'est une bulle d'oxygène pour soi. Ça, c'est le fait de pouvoir s'impliquer dans l'éducation permanente, comme disait Lola. Et voici nos données de contact. N'hésitez pas, si vous avez des questions, comme disait Lola, sur tout ce qui est congé, à la contacter. Vous avez également mes coordonnées qui se trouvent en dessous. Et si vous souhaitiez vous impliquer, vous aussi, pour transformer la société. Alors là, maintenant, on va faire un moment de questions-réponses. On a un tout petit peu dépassé le temps qu'on s'était mis. C'était un exercice pas forcément facile de tout résumer sur 1h15. Donc ici, on va reprendre. Donc déjà, vu qu'on s'était engagé que c'était jusqu'à 21h45, s'il y en a qui doivent nous quitter maintenant, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Mais nous, avec Lola, on est encore présente pendant 15-20 minutes pour répondre à différentes questions qui sont revenues dans le chat. Alors, Mais je peux déjà te dire, oui, il y a 2 questions voilà, j'ai essayé de répondre au maximum en direct, en tout cas pour les questions auxquelles je pouvais oui, répondre. Il y a 2 questions qui sont en suspens pour toi, entre guillemets. oui. Donc il y a Céline qui demande si il est Ah intéressant oui. de mettre en place un tableau de routine pour les enfants et à partir de quel âge. J'aimerais le faire avec mon enfant de 20 mois.
Ok. Alors, les tableaux de routine, c'est quelque chose qu'on peut vraiment installer très, très jeune. Et pour moi, on peut le faire déjà à 20 mois. On peut le faire de façon très simple, en fait. Ça peut être composé de se laver les dents, ranger son jouet, et puis lire l'histoire du soir et aller faire dodo. On peut soit le dessiner soi-même et l'enfant, il peut faire des petites traces de doigts avec de la peinture à côté, l'impliquer comme ça. Ça peut être aussi, je sais pas moi, je pense, nous, on a une histoire qui est un petit loup, les routines du soir de petit loup. Ça peut être aussi de reprendre exactement les mêmes dessins ou les mêmes pictos qu'un livre qu'on utilise pour garder de la cohérence et donc pour avoir le plus d'impact pour son enfant. Voilà. Est-ce que Qu'est-ce tu as que- des référents, des ressources de tableau de routine? On nous demande, du coup, j'embraye, il y a Mathilde qui nous demande, avez-vous des ressources sur les tableaux de routine? Donc, tu as dit Histoire de petit loup, si j'ai bien compris. Oui, donc en effet, il y a un livre qui est Le petit loup. Je peux essayer de le mettre dans le chat. Et ce que je peux faire éventuellement aussi, mais c'est mes collègues qui vous enverront le PowerPoint, je peux aussi vous transmettre un exemple de panneaux de routine qu'on utilise, enfin que je transmets généralement aux parents que je rencontre. Donc, je vais demander de vous en mettre une copie. Et alors, ça, c'est aussi important, je crois. Il y a Sylvia, bon, je ne sais pas si elle est toujours là, du coup, qui te demandait comment définir un burn-out parental. Alors, le burn-out parental, c'est le burn-out qu'on peut ressentir de son rôle de parent. Donc, il y a plusieurs symptômes qui se manifestent. Le premier, ça va être qu'on va ressentir un épuisement physique, mais aussi émotionnel, donc par rapport à son rôle de parent. Petit à petit, on va perdre en plaisir par rapport à ce rôle et on va commencer à ne faire que les tâches qui sont vraiment essentielles pour le soin de son enfant, mais on va s'arrêter là. On va plus jouer avec son enfant, on va plus commencer oui, à vraiment prendre le temps de lui lire une histoire ou de s'assurer comment s'est passée sa journée. On va vraiment faire le strict minimum. Et on va, un des critères aussi qui ressort assez fort, ça va être ce décalage entre le parent qu'on était ou le parent qu'on aurait vraiment souhaité être et le parent qu'on est à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça, vraiment, si je pouvais résumer ce que c'est le burn-out parental, c'est en quelques mots ces aspects-là. Et alors aussi par rapport au congé, il y a quelqu'un qui nous écrivait que certains employeurs étaient réticents à octroyer le congé parental. Alors oui, malheureusement, c'est vrai, il y a la culture de l'entreprise en fait qui joue beaucoup, ou soit c'est clairement dit, soit il y a un sentiment où la culture fait que en fait on n'ose pas demander, mais il faut savoir que c'est un droit. Donc en fait, même si les employeurs sont réticents, en fait, ils peuvent pas refuser. Et justement, nous, on insiste sur le fait que que les dirigeants, que les cadres, que les députés, les politiques, les chefs d'entreprise prennent des congés parentaux pour montrer l'exemple, en fait, pour montrer que c'est possible. Et donc, sachez que c'est un droit et que, voilà, parfois c'est difficile de passer le premier, mais que ça ouvre la porte à d'autres et qu'il ne peut pas vous le refuser. Il peut le reporter par une décision motivée pour des raisons liées à l'organisation de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est quand même important à savoir. Alors, c'est vrai que l'idéal serait qu'il y ait des jours ce sera des jours de congé par enfant, des jours de congé enfant malade par enfant. C'est vrai que ce serait l'idéal. Voilà, on avance petit à petit. À l'heure actuelle, on demande 10 jours de congé enfant malade rémunéré. Et une fois si on l'obtient, mais on a espoir qu'on l'obtient, ben alors on pourra essayer d'augmenter ces jours-là en montrant la pertinence de ce congé. C'est vraiment une demande énorme des parents. Dans notre baromètre, il y a plus de 70% des parents qui demandent ce congé enfant malade rémunéré. Donc c'est un combat qu'on porte vraiment très, très activement. Voilà. Là, il y a aussi une question qui était posée dans la discussion. Alors, je ne sais pas si la personne est toujours Oui, là. mais j'ai répondu sur la personne qui était en créditant à 90%, À hein, c'est 4 ça? 5e. Ouais.
Ok, parfait. J'ai répondu. Peut-on retrouver les ressources dont vous avez en partie? Oui, donc Super Maman, hamac, vélo jaune. Ben en fait, vous aurez les slides du séminaire. Donc, j'imagine que ce sera dessus, Oui. Italie. Donc, en fait, donc, vous allez avoir le PowerPoint, hein, donc vous pourrez avoir tous ceux que j'ai cités. Et en fait, il suffit dans Google, vous marquez Marsiki ou vous mettez hamac et vous trouvez directement Petit Vélo Jaune. J'ai à chaque fois pris vraiment le nom de l'association ou de la SBL. Donc, vous les retrouverez vraiment comme ça. Super Mama, c'est un groupe que vous retrouverez et sur Google comme ça ou Facebook. Alors, je vois aussi une question qui nous demande quelles sont les solutions de garde pour les vacances scolaires pour les enfants qui débutent l'école à 2 ans et demi. C'est vrai que c'est vraiment une tranche d'âge qui est très compliquée. Il n'y a pas beaucoup de stages en fait pour les enfants de cet âge-là. Je sais que nous, on a un site, normalement, on répertorie les stages qui existent. Alors, c'est vrai, on n'a que 20 jours de congé par an et c'est aussi un combat qu'on porte à la Ligue des familles. C'est en fait, on demande d'augmenter les jours de congé à 25 jours. C'est un minimum. Quand on regarde les pays européens autour de nous, on n'est vraiment pas super bien classé dans cette liste-là. Et donc, voilà, parce que c'est vrai que 20 jours, c'est clairement pas suffisant en plus de tout le reste. Mais au niveau des offres de stage, ça, je ne sais pas très bien, mais je crois que sur notre site, de la Ligue, il y a des infos à ce niveau-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu, Manon. Ok, alors je vois qu'il y a une question ici. Donc, difficile quand on travaille dans le social d'oser faire ce stop par crainte de la charge de travail en plus qui retombe sur les collègues. Comment faire la part des choses quand on a besoin d'un temps d'arrêt pour pouvoir gérer les urgences et le quotidien tout en ayant besoin du contact social apporté via le travail? Alors, la première chose, c'est oui, difficile de faire ce stop. En effet, ce qui fait que énormément de gens ne font pas ce stop. C'est parce que c'est difficile de le faire, parce que c'est quelque chose qui n'a pas du tout été intégré dans notre culture occidentale. On est dans une culture, vraiment dans du yang, comme j'appelle, on est vraiment dans cette énergie où c'est le faire qui est valorisé, où c'est le fait d'entreprendre, de porter des choses, alors que le yin, la partie être porté, le vide, est vraiment pas du tout valorisé, donc c'est vraiment pas facile. Et, et donc, je comprends la question, en effet, que c'est pas facile. Mais quelque part, là, moi, ce que j'aurais envie de travailler quand j'ai des parents qui n'ont pas facile avec ça, c'est, vraiment s'offrir toute l'autocompassion, la bienveillance envers eux-mêmes, voilà, je vis quelque chose et ce n'est pas facile. Et si je le mets, de se détacher du regard des autres, par exemple, et, euh, et alors, la charge de travail qui retombe sur les autres collègues, quelque part, comment dire ça? Ils y arriveront. Tout est toujours faisable d'être réadapté. Le plus important à ce niveau-là, ça va être votre santé et c'est ça qui va vraiment être le plus important. Le travail, il sait toujours rebondir. Et par rapport aux autres collègues, quelque part, eh bien, si vous n'êtes plus en état, vos collègues, enfin, c'est des humains aussi, ils ont tout intérêt à ce que vous alliez bien, vous également. Donc, voilà. Et alors, pour comment faire la part des choses quand on a besoin d'un temps d'arrêt pour Oui, pouvoir gérer les si urgences? Oui, vas-y. je peux Oui, juste rebondir à ce que tu dis, c'est aussi ouais. si vous prenez pas soin de vous et que vous travaillez jusqu'à l'épuisement, il y a juste un jour où vous pourrez plus sortir de votre lit et ça, ce sera beaucoup plus embêtant et vous serez en arrêt beaucoup plus longtemps que si justement vous avez ce temps d'arrêt et cette distance pour dire voilà, j'ai besoin de prendre soin de moi pour l'instant et pour mieux revenir. Finalement, c'est mieux de pouvoir faire ça qu'en fait être confronté à une incapacité du jour au lendemain. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à gérer pour les collègues. Alors que si vous prenez un congé parental, et ben, par exemple, ça s'organise, vous êtes remplacé. Enfin, au niveau d'organisation et de charge de votre collègue, c'est plus facile pour eux en tout cas. Et pour vous, du coup. Je vois ici qu'il y a une des remarques de quelqu'un qui dit, oui, surtout si on travaille dans le paramédical, après le Covid, j'ai changé de métier. Et en effet, je me rappelle que dans un des ateliers sur l'équilibre vie privée que j'avais animé, j'avais expliqué que, parce que c'était un parent qui, pour lui, une des choses qui était très difficile, c'était
trajet. Et j'avais expliqué et on avait un peu débattu, est-ce que les trajets se trouvent sur quelque chose qui est sous notre contrôle ou pas? Et il y avait vraiment, tout n'était pas identique dans la tête de chacun. Et j'ai expliqué, au niveau des trajets, on peut en effet changer de travail. C'est quelque chose qui est coûteux et qu'on fait pas comme ça du jour au lendemain, mais ça fait partie des actions qui parfois sont faites quand on vit comme ça des moments de grands changements au niveau privé. Et pour le coup, ça a été, quand je vois mon histoire personnelle, avant d'avoir des enfants, j'ai travaillé à un endroit qui était assez loin de mon domicile. Et tous les soirs, j'étais stressée parce que j'allais être en retard pour rechercher à la crèche. Actuellement, j'ai fait le choix conscient d'avoir un travail et mon domicile et l'école, la crèche, etc., qui se trouvent tout rassemblés. Et j'ai gagné en temps, en qualité de vie à ce niveau-là. Ça a fait partie des choses, des critères que j'ai vraiment adaptés. Donc, changer de métier parfois est une option, mais il n'y a pas toujours besoin de faire un changement aussi grand. Mais voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Il y a deux participants qui ont levé la main. Je ne sais pas si c'est encore récent. Est-ce qu'éventuellement vous pouvez noter votre question dans le chat des questions-réponses? Oui, mais il y a une personne, je lui avais demandé de réagir dans le chat et elle ne l'a pas fait, donc je me demande si ce n'était pas une Ah oui, erreur. oui. D'accord, Comme ok. il est 22 h, je me dis que Oui, c'est peut-être une parfait. bonne heure pour clôturer. Ah voilà, mais il y a justement deux. Oui, Ouais. ok. Eh bien, un grand merci à vous pour votre attention ce soir et d'avoir été si nombreux à être là. N'hésitez pas à nous donner des feedbacks par mail ou ici dans le chat. Ça nous éclaire sur comment faire pareil ou différent dans l'avenir. Donc, un grand, grand merci à vous pour toute votre attention et belle soirée à vous. Oui, merci beaucoup. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter hein, par mail. On vous répondra. Bonne soirée. Bonne soirée. Mm.